Quoi, bonjour tout le monde. Dernier épisode, je vous ai dit qu'on allait commencer la série en tentant de répondre à la question très bête de qui est autochtone, ou du moins qui peut se dire autochtone. C'est une question qui prend de plus en plus de place dans les médias, étant donné qu'il y a beaucoup de spécialistes, de chercheurs, d'artistes, de politiciens, même des supposés chamans, bref, toutes sortes de mondes qui se sont prétendus autochtones, soit d'une ou de plusieurs nations différentes, pour accéder soit à leur position ou pour obtenir du standing, si vous voulez. Sauf que quand des chercheurs en généalogie comme Eric Pouliot-Tisdale sont allés fouiller dans leurs origines, on s'est rendu compte que beaucoup de ces gens-là n'avaient pas en fait d'ancêtres autochtones ou n'en avaient que très lointains, genre 300-400 ans en arrière. Pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que c'est rendu cool d'être autochtone? Ben non, pas selon les chiffres. Les Autochtones ont toujours un clair désavantage vis-à-vis de la population dominante, contrairement à ce qu'on peut penser. Ils sont généralement plus pauvres, au moins accès aux besoins même essentiels comme l'eau potable. Ils ont plus de chances d'avoir pratiquement toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver dans la vie. Les disparitions, violences, les emprisonnements, etc. Mais bon, dans certains secteurs, oui, le fait d'être autochtone peut être recherché, comme par exemple dans le monde de la recherche ou dans les médias, parce qu'il y a de plus en plus de demandes pour ce point de vue-là dans notre société. Sauf qu'avec toutes les usurpations qui ont été dénoncées dans les dernières années, on se demande de plus en plus la question, donc, de qui est autochtone? Et là, il y en a sûrement de vous qui se disent, c'est simple, la réponse Eric, moi je l'ai entendu à la TV l'autre soir. En fait, un autochtone au Canada, c'est soit un membre des Premières Nations, soit un membre de la nation Métis ou un Inuk. Puis, t'as bien raison, c'est tout à fait la définition légale de qui est autochtone. Sauf que ça, c'est selon le droit canadien, plus précisément la loi sur les Indiens. C'est-à-dire que ça ne représente pas un mode d'identification, si vous voulez, qui vient des Autochtones eux-mêmes. Je ne m'étalerai pas sur la loi sur les Indiens ici, il y a beaucoup de ressources déjà sur le sujet. Par exemple, Mélissa Bonin-Dupuis a fait plusieurs capsules sur le sujet. Mais c'est juste très important de comprendre que c'est une loi qui a été imposée sur les nations autochtones, une loi ethnocidaire, voire génocidaire pour plusieurs, dont moi-même, et qui a en fait pour but de détruire les cultures autochtones elles-mêmes. Donc, vous comprenez que c'est problématique de tenter de comprendre l'identité autochtone à travers un système qui a été construit pour l'effacer, un système colonial. Et là, aujourd'hui, je ne suis pas pour vous offrir toutes les réponses alentour de l'identité autochtone, qui est très complexe, parce qu'aujourd'hui, vous avez aussi, par exemple, les enjeux d'autochtones sur réserve, hors réserve, toutes sortes d'enjeux de métissage. Mais je pense quand même qu'une bonne alternative pour bien comprendre l'identité autochtone, c'est de regarder les modes ancestraux d'identification que les peuples d'Amérique utilisaient et utilisent toujours dans bien des cas, avant que n'arrivent les Européens et que débute donc le colonialisme. Le thème de la clause du jour, ça va donc être Otara, l'identité autochtone avant le contact. Avant qu'on recule dans le temps, permettez-moi juste une dernière aparté sur le langage, dans le fond, entourant les Autochtones. Parce qu'à mon travail comme guide historique, une des questions que me demande le plus, à peu près tout le temps en fait, c'est comment est-ce qu'il faut les appeler, ces gens-là. Vous m'avez jusqu'ici beaucoup entendu dire autochtone. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ne le savez pas, ça vient du grec. Et en gros, ça veut dire qui vient de la terre. Donc, dans le contexte américain, ça fait référence justement aux différents peuples qui vivaient déjà dans les Amériques avant que les colons européens ne débarquent, ainsi que leurs descendants actuels. Et c'est probablement le terme que vous entendez de plus en plus dans les médias, comme c'est pas mal devenu le terme qui est le plus acceptable. On va aussi souvent parler de Premières Nations, sauf que comme j'ai dit, ça c'est un terme qui exclut les Métis et les Inuits, et c'est aussi un terme plus légal qu'historique. C'est pour ça que c'est assez rare qu'on l'utilise en histoire. Donc, quand moi je veux utiliser des synonymes autochtones, je vais souvent parler de premiers peuples ou de peuples originaux. Les termes indigènes ou aborigènes, ça c'est pas mal à rejeter aujourd'hui. Ce sont des termes qui proviennent plus de la biologie
et qui font plus penser à des animaux que des humains. Même si, bon, en même temps, en Australie, on utilise encore beaucoup aborigènes pour parler des Autochtones. On évite aussi, s'il vous plaît, évidemment, des termes péjoratifs comme sauvage, peau rouge, à moins, selon moi, qu'on juge qu'on doit vraiment citer une source historique et conserver le langage de l'époque, ce qui peut être très important dans certains cas. Et on va aussi souvent encore parler d'Indiens, bien que, bon, je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui réalisent là, que c'est à éviter. Pourquoi c'est à éviter? Ben, simplement parce que, vous le savez, on est très loin de l'Inde. Et donc, quand on parle d'Indiens, c'est comme décrire comme exotique, comme étranger, des gens qui, dans le fond, étaient les premiers dans la région, comme on a dit, des Autochtones. En même temps, il faut le dire, le terme indien est toujours aujourd'hui un terme légal, justement à travers la loi sur les Indiens. Ce qui nous laisse avec un dernier terme, amérindien. Lui, il est encore très utilisé par les auteurs historiques, mais pas mal moins dans les médias par contre. Et on me demande souvent s'il est problématique et pourquoi il est problématique. Ben, je dirais que oui, en gros, parce que c'est un amalgame au fond du mot indien et américain. Et si on part du constat que le mot indien est problématique, ben là, dans amérindien, on a toujours conservé ce mot-là. C'est un peu ça le problème. Mais moi-même, en même temps, je l'utilise parfois. Ça se peut que je l'utilise à travers mes vidéos parce que c'est le seul mot pour décrire l'ensemble des peuples d'Amérique. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être autochtone ailleurs dans le monde. Comme je disais tout à l'heure, on a des autochtones en Australie, mais évidemment en Afrique, en Europe aussi. Mais on peut seulement être amérindien en Amérique. Si jamais vous m'écoutez et vous avez un meilleur terme à me proposer dans ces cas-là, s'il vous plaît, laissez-moi le savoir parce que moi j'y ai bien pensé et j'ai jamais trouvé. Ok, là maintenant je pense qu'on est prêt. On va pouvoir reculer dans le temps maintenant. Disons au 16e siècle, juste avant l'arrivée européenne dans la région du Québec, pour voir comment les Autochtones s'identifiaient eux-mêmes avant que ne débute la colonisation. Des traditions qui forment encore aujourd'hui, je tiens à le rappeler, une grande partie de l'identité autochtone dite traditionnelle. Donc déjà, ça a l'air niaiseux, mais je dois vous dire que tous les termes dont je viens de parler, qu'on utilise beaucoup en histoire, que ce soit indien, amérindien, autochtone d'Amérique, ben ça n'existait pas évidemment avant le contact. Comme j'en ai parlé dans ma vidéo d'introduction, l'île de la Tortue, l'Amérique du Nord, était déjà peuplée de plusieurs centaines de nations différentes, et même si elles échangeaient souvent entre elles, que ce soit des marchandises ou des populations, elles ne se voyaient pas encore comme un ensemble continental. Non, les Autochtones s'identifiaient et s'identifient encore souvent comme nation, et comme n'importe quelle nation dans le monde, elles avaient et ont leur propre terme pour s'identifier elles-mêmes, quelque chose qu'on appelle un autonyme. Elles s'identifient beaucoup avec leur territoire. Ça, je pense que vous l'avez deviné, le lien avec le territoire chez les Autochtones, c'est très important. Ça pouvait être sur le plan géographique, par exemple le nom de la confédération des Wabanaki, ça peut vouloir dire le peuple du soleil levant, comme ce sont les plus à l'est, là, dans la région du nord-est. Dans le cas des Haudenosaunee, comme on a vu dans la dernière vidéo, on utilise souvent un marqueur naturel distinctif de la région qu'on occupe, et donc les noms de leur nation font référence à des montagnes, des collines, des marais, etc. Les Kanien'kehá:ka, eux, on se rappelle, s'appellent peuple du silex, en référence aux pierres qu'on utilisait à l'époque pour faire des outils ou des flèches et des armes. Mais quel type de roche exactement, ça, on ne le sait pas. Il y a deux possibilités. Ça fait soit référence au Chert Onondaga, qu'on retrouve tout le long de la rivière Mohawk. Il y a d'ailleurs des histoires autour de ces pierres qui sont relatées dans les relations des Jésuites. On dit qu'il y a des little people, on dit souvent en anglais, c'est des petites personnes en français, mais on va appeler ça plutôt des fées, comme vous voulez, des lutins, qui laisseraient ces pierres sur les rives de ces lacs en échange de tabac. On dit aussi que ça pourrait être une mauvaise traduction et qu'en fait, ça fait plutôt référence au diamant d'Herkimer, qui n'est pas vraiment du diamant, mais qui est plutôt du quartz, une sorte de quartz qu'on retrouve spécifiquement dans la vallée de la rivière Mohawk. Puis, dans les récits, le Chert ou le silex, c'est aussi un cadeau du frère jumeau du créateur, un esprit trickster iroquoien qu'on appelle
Tawiskara, ou qu'on appelle aussi souvent par son petit nom Ganya ou Silex. Le nom des Kanien'kehá:ka sera donc aussi peut-être en lien avec cet esprit, qui est souvent lié à la guerre. C'est de Tawiskara, en pensant que vient la fameuse coupe Mohawk. Le père de Silex, là, le vent de l'ouest ou la tortue, ça dépend de la version, l'a créé à partir d'une flèche, justement, en silex, qui lui a donné une tête pointue, là, ce qui l'a amené à transpercer le ventre de sa mère et à la tuer là, pendant qu'il venait au monde. Et donc, pour récapituler, les nations s'identifient souvent par leur territoire ou par des ressources naturelles qui s'y trouvent. Mais, comme j'ai dit plus tôt, les nations autochtones de l'île de la Tortue interagissent déjà beaucoup entre elles bien avant l'arrivée des Européens. Et donc, quand ils arrivent, on va donc beaucoup trouver aussi d'exonymes, c'est-à-dire la façon dont les nations s'appellent entre elles. Ça, c'est des termes qui vont souvent être repris après par les Européens et auxquels on va donner des sens très péjoratifs qui n'existaient pas nécessairement à l'époque. Les Haudenosaunee appellent par exemple l'ensemble des Algonquiens les Adirondack, comme les montagnes, ce qui veut dire mangeurs d'écorce, un peu comme des castors si vous voulez. Et là, peut-être que vous pensez que le nom sonne péjoratif, mais en réalité, c'est vraiment en référence à ce que les Algonquiens font de mieux, c'est-à-dire travailler l'écorce, surtout l'écorce de bouleau. Parce qu'ils faisaient et ils font encore avec cette écorce toutes sortes de choses, des canaux au panier, à leur habitation, les wigwams, et même des églises. Le nom Mohawk est aussi, comme j'ai dit, un exonyme. C'est une déformation par les Hollandais, les premiers Européens à avoir établi des contacts diplomatiques avec les Kanien'kehá:ka, du nom que leur donnaient les Anishinabés, soit Makwa, qui veut dire ours. On véhicule encore souvent l'idée, en restant dans les stéréotypes, que ça voudrait dire mangeur d'hommes ou cannibale, tueur d'hommes en Anishinaabe-Mowin, quelque chose comme ça. Une traduction probablement inventée par les Français, qui voulaient sûrement peindre les Mohawks comme des barbares, comme ils avaient après tout à justifier les campagnes qu'ils menaient contre eux. Ou peut-être qu'on a vraiment simplement mal compris et qu'on a supposé que ours était dans un sens péjoratif, comme les Anishinaabe étaient après tout en guerre contre les Mohawks au XVIIe siècle. Mais l'expression serait plus vieille que ce conflit. On se rappelle dans les traditions orales Haudenosaunee, enregistrées par Calwether Colden en 1747, que les Adirondack et les Makwa avaient cohabité dans la région de la vallée du Saint-Laurent et échangeaient fréquemment du chevreuil contre du maïs à Trois-Rivières. Jusqu'à ce qu'une question de chasse les mène au conflit, fort probablement créé ou exacerbé par les débuts de la traite des fourrures au 16e siècle. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on les appelait Makwa? Pourquoi est-ce qu'on les appelait des ours? Eh bien, il n'y a pas vraiment de réponse claire, mais c'est probablement, selon moi, en référence au clan des ours, des familles avec une grande tradition de pêcheurs qui vivaient donc généralement le long des fleuves et des grandes rivières et qui côtoyaient donc beaucoup les Adirondacks qui allaient aussi pour pêcher. C'est eux qui semblent être le plus présents à Stadacona ou à Québec, si vous voulez, au 16e siècle, ou du moins lorsque Cartier s'y rend, comme il décrit souvent les chefs dont Donnacona comme portant des peaux d'ours. Normalement, les gens vont s'identifier avec justement leur totem, si vous voulez, l'animal de leur clan. Et selon l'aîné Billy Gayantaronquois Two Rivers, c'était aussi le cas à l'occupation de Ganawagi d'avant le contact, où le clan des ours habitait justement proche des rapides de la Chine. Et là, vous voyez comment les clans sont vraiment importants chez les Haudenosaunee et chez les Iroquois en général. Parce que qu'est-ce qui est vraiment à la base de l'identité, on pourrait dire que c'est le clan, la famille. D'ailleurs, dans la langue Kanien'kehá:ka, on l'appelle Otara ou argile. C'est-à-dire qu'on décrit l'argile avec laquelle le créateur nous a créés. Et comme je l'ai bien dit dans ma vidéo d'introduction à la série, le clan découle toujours de la mère. Et on va souvent dire dans les textes européens que les enfants appartiennent d'ailleurs à la famille de la mère. Et donc, c'est pas qu'on ne s'identifie pas nécessairement un peu du côté paternel, mais disons que la famille maternelle est de façon générale, oui, beaucoup plus importante. Chez les Kanien'kehá:ka, il y a 3 clans. Les loups,
les ours, j'en ai parlé, et il y a aussi les tortues. Ces 3 clans-là sont aussi présents chez toutes les autres nations Haudenosaunee, jusque chez les Seneca, Cayuga, Onondaga, Tuscarora, et vont même s'étaler dans plusieurs autres nations iroquoiennes. Ce qui fait donc que ces clans-là ne sont pas limités à une seule nation, ils peuvent déborder à travers plusieurs nations. C'est toutes des familles qui d'une certaine façon restent liées entre elles. Ce qui fait par exemple qu'une louve Seneca ne pourrait pas marier un loup Oneida, comme c'est la coutume généralement qu'on ne marie jamais quelqu'un du même clan. Pour vous les décrire, il y a donc pour commencer le clan du loup, au Guaro, dont j'ai parlé au premier épisode avec ma blonde et Twilight. Ce sont des grands chasseurs, des voyageurs, ceux qui explorent le plus le territoire et qui vont donc le plus échanger. Sont aussi de grands leaders politiques et militaires. D'ailleurs, chaque clan a son petit motto, un peu comme dans Game of Thrones. Et pour les loups, c'est Rona Dayuni, ils mènent le chemin. Vous avez ensuite, comme je disais, les ours, qui, oui, sont des grands pêcheurs, mais qui sont aussi beaucoup liés à la médecine. On parle souvent de chamans, de sorciers dans les récits, mais on préfère généralement parler de guérisseurs, ou du moins en anglais, on va dire medicine man, medicine woman. Ce sont des gens qui guérissent autant par la danse, les chants, même des masques, mais aussi et surtout par l'utilisation de plantes médicinales. Ce sont surtout les femmes qui pratiquaient et qui pratiquent encore beaucoup l'herborisme. Et ce sont d'ailleurs des Iroquoiennes qui ont guéri l'équipage de Cartier qui souffrait du scorbut en 1536. Ça, le scorbut, si vous ne savez pas, c'est une carence de vitamine C qu'on peut simplement guérir avec une simple tisane de cèdre. Il y a finalement les tortues qui sont très liées à la terre-mère, et qui ont une responsabilité additionnelle de la surveiller, de la protéger, de faire attention aux ressources naturelles qu'elle nous offre. Un peu comme des gardes forestiers, ils vont s'assurer qu'on ne chasse pas trop, qu'on ne pêche pas trop, vont surveiller les espèces. Dans le gros, là, ils vont gérer le garde-manger et ils le font très bien parce qu'à l'arrivée en Amérique des Européens, ils vont souvent comparer le continent à un jardin d'Éden avec une abondance de fruits, de noix, de poissons, de gibier, etc. Et c'est justement parce qu'on y a fait très attention là, à l'époque où il y avait juste les Autochtones. Les tortues ont aussi une responsabilité particulière dans la conservation des histoires qui se fait à travers la transmission de la tradition orale. Et justement, les histoires, les récits, les enseignements des Kanien'kehá:ka, ça aussi, c'est une grande partie de ce qui les définit. Il y en a une multitude qui englobe toutes sortes d'histoires, autant autour de géants de pierre que les rapports entre les animaux. Mais il y en a 2 très importantes, tellement importantes qu'elles sont encore aujourd'hui au cœur des programmes des survival schools, les écoles secondaires que les Kanien'kehá:ka se sont créées dans les années 70. Il y a l'histoire de la création, ou de la femme du ciel, et il y a celle de Deganawida, le pacificateur et créateur de la Confédération Haudenosaunee. L'histoire de la création, c'est l'histoire de la création de l'humanité selon tous les peuples iroquoiens. Ils ont chacun leur version, mais c'est quelque chose qui est partagé. C'est l'histoire de Atitsagayo, en Mohawk, qui veut dire fleur mature, la grand-mère, la première déesse qui serait venue d'un autre monde, d'un monde céleste, on va dire Skyworld en anglais, et qui est venue ici pour créer le nôtre. Elle a une fille, Dagosgoa, ou Lynx, qui se sacrifie pour créer la terre, qui deviendra donc la terre-mère, et qui va aussi donner les 3 sœurs et le tabac. Et elle aura 2 fils, Silex, dont j'ai parlé un peu plus tôt, et l'autre qu'on appelle, sapling en anglais, en français, j'ai toujours de la misère à traduire arbuste, Ganedodo, dont les combats représentent les forces de la nature. Mais aussi le deuxième, le grand frère, c'est lui qui va créer les humains. Alors que chez les chrétiens ou les occidentaux, on a tendance à se représenter Dieu comme un homme, chez les Haudenosaunee, ou plutôt chez les Iroquoiens en général, la création de la vie là, est très liée à la femme. C'est donc à travers l'histoire de création qu'on enseigne aux enfants le grand respect qu'on doit à la femme dans la culture des Haudenosaunee, les femmes en tant que créatrices de vie, et qui enseigne aussi la façon dont on doit vivre avec le territoire.
Cette histoire représente aussi le sacrifice que fait à chaque jour la terre-mère pour nous nourrir. Il y a parallèlement à cette histoire un genre de prière qu'on doit réciter à chaque jour et avant chaque réunion aux prises de décision, chaque cérémonie ou même partie de la crosse. On l'appelle souvent Thanksgiving Address en anglais, donc si vous voulez le discours de gratitude, mais en mohawk c'est Ohando Kariwatekwa, qui veut dire les mots qu'on doit dire avant toute chose. Ça peut durer 3 minutes comme ça peut durer 4 heures, mais le but c'est de remercier tous les éléments de la création pour tout ce qu'ils nous donnent à tous les jours, en partant de l'eau, les poissons, les insectes, les animaux, les arbres, en allant jusqu'au ciel avec les étoiles, le soleil, la lune, les vents, etc. C'est pourquoi, pour bien des traditionalistes, dont le Faithkeeper Oren Lyons, le fait d'être Haudenosaunee, d'être même autochtone, c'est avant tout d'être reconnaissant à la terre et de la remercier. Pour ce qui est de la deuxième grande histoire des Haudenosaunee, l'histoire du pacificateur des Ganawida, je vais en parler plus amplement dans une prochaine vidéo sur la diplomatie Haudenosaunee. Mais sachez simplement que c'est l'histoire de la fondation de leur confédération, comme j'ai dit, et qui forme en gros la grande loi de la paix, leur constitution nationale, si vous voulez, qui régit les relations entre ces nations. Et donc là, on a vu que l'identité Kanien'kehá:ka est originellement issue des clans, de leur famille. On a aussi parlé des différentes nations qui se sont formées. Et justement, à partir de la création de la grande loi de la paix, on a aussi vu qu'ils font maintenant partie d'une confédération, la confédération des Haudenosaunee. Ça aussi, c'est important sur le plan identitaire, parce que comme je l'ai mentionné, chaque nation a un rôle dans la confédération. Les Kanien'kehá:ka, ce sont les gardiens de la porte de l'Ouest. Ça veut dire qu'ils ont une identité, un rôle de guerrier qui est très important, comme ils ont la responsabilité de protéger le reste de leur maison longue. Et en passant, le terme Iroquois, qu'on utilise encore beaucoup en français et en anglais pour parler des Haudenosaunee, ça ne veut pas dire peuple de tueurs non plus, comme on l'a souvent véhiculé puis qu'on le véhicule encore. C'est un mot qui vient du basque, qui sont dans les premiers Européens, dans le fond, à avoir visité le Saint-Laurent, la région du Nord-Est en général. Et la traduction de peuple de tueurs, ça ne fait pas vraiment de sens dans leur langue. En réalité, ça viendrait plutôt de Iroquois, qui veut dire Iru, village fortifié ou ville fortifiée, château, et quoi, qui veut dire justement les gens, les peuples. Donc, peuple des villages fortifiés. Ça fait référence aux palissades entourant souvent les villages Iroquois, mais aussi Wendat à l'époque. Et parlant de villages, vous avez aussi finalement l'identité communautaire qui est encore très importante aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris le temps de toutes vous les présenter, les communautés Kanien'kehá:ka, dans ma première vidéo, parce qu'elles ont tous leur histoire et leurs particularités. Par exemple, juste au niveau de la langue, on y trouve des formes très distinctes de leur langage, le Kanien'kehá:ka, des formes qui peuvent reculer assez loin. Le linguiste Floyd Lusbury a par exemple détecté certains développements phonétiques propres au dialecte de Kahnawake et Akwesasne dans les lexiques que Cartier a pris à Hochelaga au 16e siècle. Ces communautés étaient souvent formées des deux côtés d'une rivière, à des lieux de portage importants, comme par exemple au rapide de la Chine, afin d'y contrôler la circulation et le commerce de la région, avec le passage constant de voyageurs, de partenaires commerciaux qui viennent camper autour du village. Mais aussi à cause du fait que les hommes se mariaient généralement à l'extérieur de leur village natif, et à travers l'adoption, les captures qui se faisaient souvent entre les communautés, disons que ces villages-là pouvaient avoir, bien avant l'arrivée des Européens, un caractère très multiethnique. Et on voit aussi cette diversité-là, surtout dans le langage. On retourne encore au lexique que Cartier a ramené au 16e siècle. Et à l'intérieur d'eux, les linguistes ont retrouvé des traces distinctes dans le fond de plusieurs langues, ce qui nous fait dire simplement qu'on ne parlait pas seulement une langue, du moins dans la région du Saint-Laurent. Donc, les gens auraient parlé autant Oneida, Onondaga, Kanien'kehá:ka que Wendat. Et justement, au 17e siècle, quand des communautés seront fondées ou refondées dans la région du Saint-Laurent, et quand je dis refondées, rappelez-vous que, comme on a dit, ces gens-là sont semi-sédentaires, elles seront toujours formées par des gens venant de plusieurs nations.
C'est le cas par exemple à Kanessetake, qui a été fondé, oui, principalement par des Haudenosaunee, mais qui avait aussi beaucoup d'Anishinaabe, de Nipissing, de Wendat, hein, qui cohabitaient ensemble, bon, parfois avec des chicanes, mais de façon générale assez harmonieuse. Et donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous présenter sur l'identité autochtone avant le contact. Je pense que c'est important de parler de toutes ces choses-là, hein, comme on les voit encore beaucoup seulement sous un regard anthropologique. Hein. Pas mal comme je l'ai fait dans ma première vidéo, c'est-à-dire leur langue, comment est-ce qu'ils habitent, comment ils se nourrissent. Hein. Mais on va souvent esquiver toutes sortes d'éléments très importants de leur identité, des choses qui sont encore très représentatives, comme je l'ai dit aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aussi donné une meilleure idée de la complexité de la chose, de un, mais de voir aussi comment fonctionnent les différentes normes d'identification traditionnelles. Pour récapituler sur l'identité Kanien'kehá:ka, vous avez différents clans qui s'étendent à travers différentes nations, qui forment ensemble une confédération et qui cohabitaient souvent ensemble dans une même communauté. Mais certains s'identifient surtout et avant tout avec le lien qu'ils forment avec la terre et avec le reste de la création, hein, leur spiritualité si vous voulez. Et ce sont toutes des choses qui sont très vraies encore aujourd'hui, surtout pour ceux et celles qui refusent de s'identifier selon les codes de l'État canadien. Il y a aussi une portion d'identité Kanien'kehá:ka qui est aussi vraie chez les hommes que chez les femmes, et c'est l'identité de guerrier, hein, dont j'ai fait référence un peu tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on utilise encore beaucoup pour les décrire, hein, puis malheureusement pas toujours de façon très positive, mais c'est quand même vrai que c'est quelque chose avec laquelle ils s'identifient beaucoup. Hein, parce que oui, bon, il y a le rôle de gardien de la porte de l'Ouest dans la Confédération Haudenosaunee, mais ils ont aussi l'identité très guerrier en tant que défenseur, si vous voulez, des droits autochtones en général de façon contemporaine. Et donc, parce que la guerre, c'est tellement une partie importante de comment on se les représente dans l'histoire, ben, ma prochaine vidéo, en fait, mes 3 prochaines vidéos, vont porter sur la guerre, la diplomatie et la révolution après l'arrivée des Européens. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez, partagez avec tout le monde que ça pourrait intéresser. Si vous n'êtes toujours pas inscrit à la chaîne, s'il vous plaît, inscrivez-vous. Allez nous trouver sur Facebook aussi, où est-ce que je partage souvent avec les abonnés. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Nyawa, onagewari, merci et à la prochaine.